Personne dans ces plaines glacées n'aurait pu imaginer que la vérité entrerait cette nuit-là en claquant comme une porte soufflée par la tempête. Avant même que l'aube ne colore les montagnes, un géant solitaire allait découvrir dans son étable un secret capable de briser des familles, de réveiller des chasseurs, et de transformer un fugitif en épouse improvisée. Et pourtant, tout avait commencé par un cri que personne n'avait entendu, sauf le vent. Ce qui l'attendait derrière ces planches humides allait redéfinir le destin de deux inconnus. L'hiver 1879 dévorait le territoire du Wyoming avec une violence muette. La nuit semblait n'être qu'un souffle de glace, et même les loups, tapis dans la forêt, hésitaient à troubler ce désert blanc. Sur les rails gelés, un train avançait lentement, gémissant sous le poids du froid. Dans le dernier wagon, une jeune femme, en robe de mariée, fixait son reflet trouble dans la vitre. Son souffle formait des nuages fragiles qui disparaissaient aussitôt, comme ses dernières certitudes. Elle s'appelait Élise Montreuil, fille unique d'un magistrat impitoyable, et ce train la conduisait vers une vie qu'elle n'avait pas choisie. Chaque minute la rapprochait de Fort Bridger, où l'attendaient les hommes de son père. Là-bas, elle serait remise à Richard Alford, un industriel brutal que son père avait choisi comme époux pour consolider une alliance. Élise savait ce qui l'attendait, une existence enfermée dans une demeure luxueuse mais hostile, soumise à un homme qui ne voyait en elle qu'un contrat vivant. Elle sentit son cœur se tordre. Rester, c'était mourir lentement. Fuir, c'était risquer de mourir ce soir. Mais au moins mourir libre. Sans réfléchir davantage, elle ouvrit la porte latérale du wagon. Le vent la frappa comme un mur. Dans un cri étouffé, elle sauta. Le choc fut terrible. La neige la renversa, s'infiltra sous sa robe, lacéra ses mains et engourdit ses os. Mais elle respira encore. Alors elle se releva et courut. Derrière elle, le train disparut dans un hurlement de fer et de vapeur. Pendant des heures, Élise marcha à travers la nuit, ses pieds nus s'enfonçant dans la neige profonde. Ses cheveux au burn se collaient à son visage, gelés par le vent mordant. Le monde autour d'elle n'était qu'une étendue blanche et silencieuse, où chaque pas semblait un adieu à ce qu'elle avait été. Mais l'espoir, même fragile, brûlait encore dans sa poitrine. C'est alors qu'elle aperçut une lumière. Lointaine, vacillante, presque irréelle. Une lanterne. Puis une maison de bois et de pierre, simple mais solide, posée comme un défi au blizzard. À côté, un grand hangar sombre, une grange. Elle tomba à genoux, submergée par le soulagement. La lumière signifiait chaleur. La chaleur signifiait survie. Elle poussa la porte de la grange et se glissa à l'intérieur. L'odeur du foin et des chevaux l'enveloppa aussitôt. Elle se réfugia derrière une pile de bottes de paille, tremblante, ses bras serrés contre sa poitrine pour retenir le peu de chaleur qui lui restait. « Juste jusqu'au matin, murmura-t-elle, les lèvres bleues. Mais le destin était déjà en marche. Dans la nuit, des sabots frappèrent la terre. 3 cavaliers apparurent, silhouettes menaçantes avançant entre les arbres, lanternes balayant le sol. Les hommes de son père. Ils fouillèrent les moindres traces, puis s'éloignèrent vers la colline. Élise retint son souffle jusqu'à en avoir mal. Quand elle rouvrit les yeux, l'obscurité l'engloutit. À l'aube, Beau-Rive, un rancher massif au visage fermé, sortit sur son perron avec son café brûlant. La nuit avait déposé une couche de neige étonnamment dense. Le silence autour de sa propriété avait quelque chose d'inhabituel, presque trop parfait. Puis un craquement. Léger, discret, mais réel. Le bois de la grange. Il posa sa tasse et s'avança. La porte grinça sous sa main. Au début, il ne vit que des ombres. Puis une forme. Une femme recroquevillée, robe déchirée, pieds nus, peau meurtrie par le froid. Ses cheveux flamboyaient comme un brasier éteint. Et ses yeux, ce n'étaient pas des yeux de victime. C'étaient des yeux prêts à se battre. Beau s'accroupit, posa doucement un manteau autour de ses épaules et dit d'une voix grave, « Je ne te ferai aucun mal. Reste le temps que le froid passe. » Elle hocha seulement la tête. Plus tard, alors qu'il fendait du bois, 3 cavaliers arrivèrent. Cherchant une fille, jeune, rousse, en blanc. Beau ne cligna pas. Il regarda la grange. Puis appela calmement, « Chérie, sors donc. » On croit souvent que le danger disparaît avec l'aube, mais ce matin-là, ce fut l'aube elle-même qui apporta l'homme capable de briser leur fragile refuge. La porte de la grange céda dans un léger grincement, et Élise apparut, enveloppée dans la couverture que Beau lui avait laissée. Ses cheveux, ramassés à la hâte en une longue tresse désordonnée, retombaient sur sa nuque. Elle avançait pieds nus dans la neige, la peau rougie par le froid, mais le menton levé comme quelqu'un décidé à ne plus fuir.
Beau posa doucement une main large sur son épaule, un geste simple, mais calculé. Elle est ici, dit-il calmement. Et elle est à moi. Si vous cherchez une femme en fuite, eh bien, voilà la mienne. Élise sentit sa gorge se nouer, mais elle resta droite. Les trois cavaliers s'observèrent brièvement. Vous en êtes sûr? Demanda l'un. Elle ne ressemble pas. J'ai dit que c'était ma femme. Le ton de Beau était plus dur que le métal, sans haussement de voix, mais chargé d'une certitude qu'on ne cherchait jamais à tester. Les hommes hésitèrent. Puis, comme si l'un d'eux craignait de provoquer une tempête en se montrant trop curieux, ils inclinèrent leur chapeau. Très bien. Pas de problème. Ils firent demi-tour et s'enfoncèrent dans le brouillard du matin. Quand leur silhouette disparut enfin, Beau laissa retomber sa main. Tu n'as rien à expliquer, dit-il doucement. Mais quoi que tu fuis, tu viens de gagner un peu plus de temps. Les jours suivants, la neige persista, étouffant la terre sous une blancheur immobile. Dans la maison, le silence n'était interrompu que par le craquement du bois dans la cheminée. Élise se déplaçait avec prudence dans les pièces étroites. Elle balayait l'âtre, lavait les assiettes d'étain à l'eau glacée, repliait les couvertures rêches. Elle, qui avait grandi dans une demeure où des domestiques se chargeaient de tout, trouvait dans ses gestes une étrange forme d'apaisement. Une manière de redevenir vivante. Beau parlait peu. Il observait, hochait la tête, montrait une tache d'un geste du menton. Parfois, elle le surprenait à la regarder, pas comme un homme scrute une intruse, mais comme quelqu'un essaie de comprendre ce que le destin vient de déposer sur son seuil. Chaque matin, il lui apprenait quelque chose de nouveau. Nourrir les chevaux, approcher un animal sans brusquerie, tendre la main paume ouverte. Ses mouvements, malgré sa carrure impressionnante, étaient étonnamment doux. Il lui montra comment lancer une corde, comment empiler du bois pour qu'il brûle plus longtemps, et un après-midi, il posa entre ses mains froides une Winchester. « Tu as déjà tiré ?» Elle secoua la tête. « Non, mais je peux apprendre. » Il lui adressa un bref signe d'approbation. C'était peu, mais pour elle, c'était beaucoup. Au troisième jour, quelqu'un frappa à la porte. Un coup joyeux, familier. Élise, occupée à tenter de cacher la miche de pain raté qu'elle avait brûlée, se figea. Beau ouvrit. « Eh bien, on m'a dit que tu t'étais enfin mariée. » s'exclama une femme rieuse, accompagnée de son mari et d'un garçon tenant un sac de pommes de terre. Il était temps, Beau. Élise sentit ses joues chauffer. Beau ne répondit rien, se contenta de s'écarter pour les laisser entrer. Les visiteurs apportèrent félicitations et curiosité. « Depuis combien de temps vous connaissez-vous? Où vous êtes-vous mariés? Qu'est-ce qui vous amène dans l'Ouest ?» Beau demeura muet comme une pierre. Alors Élise improvisa, la voix tremblante mais agile. Depuis un moment, la cérémonie était simple, très discrète. Ils acceptèrent ses réponses sans insister. Dans ces villages, on respectait les secrets tant qu'ils ne menaçaient personne. Quand ils partirent enfin, Élise éclata de rire, un rire bref, surpris, presque involontaire. Beau la regarda, interloqué. « Quoi? Toi, dit-elle en souriant. Tu es le pire menteur que j'ai jamais vu. » Il haussa les épaules. Pas besoin de mentir. Je t'ai laissé parler. Ce soir-là, le dîner eut une saveur nouvelle. Elle brûla les haricots, il ne fit aucune remarque, se contenta de lui passer le sel comme si cela pouvait arranger les choses. Elle chantonnait parfois, croyant qu'il ne l'entendait pas, des hymnes anciens, des bribes d'un passé qu'elle n'avait pas encore tout à fait enterré. Une nuit, alors que le vent fouettait les murs, elle lui demanda brusquement « Pourquoi tu as dit ça? Que j'étais ta femme? Tu ne me connaissais pas. » Beau fixa les flammes. « Pas besoin de te connaître. J'ai juste vu quelqu'un de traqué, et j'avais de la place dans la grange. » Un fil invisible se tendit entre eux. Mais la lune pleine ne portait pas seulement de la lumière. Dans les bois, un craquement brisa le silence. Beau se redressa aussitôt. Ce n'était ni le vent ni un cerf. C'étaient des pas. Lents. Délibérés. Il sortit, rifle en main. Des traces fraîches menaient droit à la grange. Pas celle d'Élise. Celle d'un homme. Un chasseur. Un homme envoyé pour la ramener. Beau s'enfonça entre les arbres. De l'autre côté, un éclaireur se penchait sur les empreintes laissées par Élise plus tôt. Grand, sec, une cicatrice courant le long de sa mâchoire. Colt Wheeler, l'un des chiens fidèles du juge Winslow. Il approcha de la grange, arme levée. Alors Beau sortit de l'ombre. Ne bouge pas. Colt pivota, prêt à tirer. Mais Beau avait déjà épaulé son fusil. Je tirerai pour blesser. Une seule erreur, et ce ne sera pas la jambe.
Le coup partit, sec, brutal, résonnant dans toute la montagne. Il existe des nuits où les flammes ne détruisent pas seulement les granges, mais tout ce qu'un homme a essayé d'enterrer en lui. Et parfois, ces mêmes flammes réveillent les ennemis les plus dangereux. Le coup avait claqué dans la montagne comme un avertissement. Colt Wheeler lâcha immédiatement son arme, levant les mains en signe de reddition. Bo s'avança lentement, ses yeux rivés sur lui, prêt à tirer de nouveau. Derrière eux, Élise avait ouvert la porte de la maison, serrant son châle contre elle, le cœur battant si fort qu'elle en avait mal à la poitrine. Bo ramassa le revolver du pisteur et le jeta dans la neige. « Tu remontes à cheval » dit-il d'une voix froide. « Et tu dis à ton patron que cette femme est sous protection. »« Sous ma protection. S'il veut venir lui-même, qu'il vienne. Mais toi, tu remets plus jamais un pied ici. » Colt eut un sourire mauvais, serrant les dents. « T'as la mort facile, cow-boy. » « Non, » répondit Bo avec un calme désarmant. « Je l'ai déjà eu. C'est passé. » Il recula, arme levée, jusqu'à ce que le pisteur grimpe sur sa monture et disparaisse entre les arbres enneigés. Quand Bo se retourna, Élise était toujours sur le perron, les yeux écarquillés. « Tu aurais pu le tuer » murmura-t-elle. « Je sais. Mais tu ne l'as pas fait. »« J'ai tué des hommes » avoua-t-il en passant près d'elle. « Pendant la guerre, trop. Certains le méritaient, d'autres, je vois encore leur visage. Je ne veux plus ajouter de nom à cette liste. Sauf si je n'ai pas le choix. Mais je ne laisserai personne t'enchaîner de nouveau. » Elle le suivit lentement vers la maison. Sous la neige, entre eux, quelque chose venait de se fissurer, ou peut-être de naître. « Pourquoi fais-tu tout ça pour moi » demanda-t-elle d'une voix presque inaudible. Bo s'arrêta, la main sur la porte. « Parce que cette première nuit, tu m'as regardé droit dans les yeux. Tu ne m'as rien demandé. Tu voulais juste vivre. » Ils restèrent un moment immobiles, face au vent glacé, deux silhouettes perdues dans un monde trop vaste. Puis elle avança et prit sa main. Il ne se déroba pas. Ils entrèrent ensemble. L'après-midi, pourtant déjà sombre, bascula soudain dans la tempête. Le ciel se referma comme un point noir, les vents arrachèrent des branches, et la foudre frappa si près que la terre vibra. Élise observait l'horizon clignoter d'éclairs lorsqu'une odeur lui coupa le souffle, de la fumée. Bo sortit en trombe. En quelques pas, il aperçut les flammes dévorer le flanc de la grange. « Les barils d'eau » cria-t-il. Élise courut sans réfléchir, ramassa un seau et lança l'eau contre le brasier. La pluie battait si violemment qu'elle en avait du mal à garder les yeux ouverts. Son châle était trempé, ses cheveux collés à son visage, mais ses mains ne cessaient de puiser, de jeter, de recommencer. Bo pénétra dans la grange déjà envahie de fumée. Sa jument était coincée, affolée. Il passa son manteau sur ses yeux et tira de toutes ses forces. Un craquement sinistre annonça la chute du toit. Élise hurla. Bo plongea en avant, entraînant la jument avec lui comme le toit s'effondrait derrière eux. Ils jaillirent dehors sous un torrent de pluie. Bo s'agenouilla, suffocant, la fumée s'échappant encore de ses vêtements. Élise se précipita vers lui. « Tu es blessé » Il secoua la tête, respirant par à-coups. C'était la seule manière. Elle l'aida à se relever. Ils s'appuyèrent contre la clôture, le souffle court, tremblant sous la pluie battante. Et c'est là que Bo parla, vraiment parla, pour la première fois. « J'ai cru au feu autrefois » dit-il d'une voix brisée. « Je pensais qu'il pouvait purifier le mal du monde. Qu'il pouvait rendre ce qui m'avait été volé. » Élise l'observa, silencieuse. « J'avais 17 ans quand la guerre a déchiré notre terre. J'ai suivi le Sud, parce que mon père le faisait. J'ai jamais posé de questions. Quand je suis rentré, il ne restait plus rien. Les soldats de l'Union avaient brûlé la maison. Ils ont pendu mon frère. Abattu ma mère. Mon père, jamais retrouvé. » Elle ne bougea pas, mais son regard devint un refuge. « Après ça, j'ai traqué les uniformes bleus. Pas pour la justice. Pour la vengeance. Chaque homme que j'ai tué, je me disais que c'était pour eux. Mais rien ne revenait. Rien ne comblait le vide. J'ai fini par ne plus savoir qui j'étais. Alors je suis venu ici. Un endroit où personne ne connaissait mon nom. Où je n'avais pas à croiser mon propre fantôme dans une vitre. » Élise leva la main et effaça une trace de suie sur sa joue. « Tu n'es pas un fantôme. Tu as sauvé ce cheval. Tu m'as sauvé, moi. » Son visage se tourna vers elle, lavé par la pluie. « Je ne sais plus comment être autre chose. Alors découvrons-le ensemble. » Ils se touchèrent à peine du bout des doigts, sans baiser, sans serment, juste deux êtres brisés essayant de respirer dans un monde trop violent.
Mais l'aube venait à peine de chasser les ombres que 3 cavaliers en uniforme apparurent. Derrière eux roulait une voiture noire couverte de boue. Élise les vit approcher et son sang se glaça. Beau sortit sans fusil, sans geste brusque, simplement droit, comme quelqu'un qui refuse de reculer. L'officier en tête déroula un papier. « Beau Rive », annonça-t-il. « Vous êtes en état d'arrestation pour avoir abrité une fugitive et usurpé un statut marital afin d'entraver sa poursuite. Il existe des instants où une salle entière retient son souffle, non pas pour entendre la vérité, mais pour décider si elle mérite d'exister. Ce matin-là, une seule femme allait renverser le destin d'un homme. Vous allez venir avec nous, sans faire d'histoire. » L'officier n'avait pas levé la voix, mais sa certitude glaçait l'air plus que la neige elle-même. Beau tourna brièvement la tête vers la porte où Élise se tenait, immobile, le visage livide. « Ce n'est pas un mensonge, » dit-elle en avançant. « Je suis resté de mon plein gré. Je ne lui ai rien demandé. Il n'a rien fait de mal. » L'officier l'ignora presque. Ce sera au tribunal d'en décider. Ils lièrent les poignets de Beau. Élise se précipita vers lui. « C'est ma faute » chuchota-t-elle. « Non, » répondit-il. « C'était écrit depuis longtemps. Je ne pensais simplement pas que ça compterait un jour. » Elle s'agrippa à sa manche, mais on la repoussa. On força Beau vers la diligence. La porte s'ouvrit, et une silhouette en descendit, grande, austère, les tempes grisonnantes, le regard aussi froid que la serrure d'une prison. Le juge Harold Winslow. Mélissa. Son ton avait la rigidité d'un ordre militaire. Élise, Mélissa pour lui, se retourna lentement, la gorge serrée. « Tu as causé tout un scandale. » Beau fut jeté à l'intérieur du véhicule. La porte claqua. Harold s'approcha de sa fille, rangeant soigneusement ses gants dans la poche de son manteau. « Tu viens avec moi. Maintenant. » Élise voulut hurler, frapper, résister, mais il ne lui restait que sa voix. « Je ne l'épouserai pas. » Harold ne sia pas. Si. L'accord Alfort tient toujours. Il accepte de passer outre ta petite escapade, si tu te présentes convenablement d'ici la semaine prochaine. Et Beau ? Le regard du juge se détourna vers la diligence. Cet homme est un criminel. Un menteur. Tu devrais être reconnaissante qu'il ne t'ait pas entraîné dans pire. Il ne m'a jamais menti. Il m'a protégé quand personne d'autre ne l'aurait fait. La mâchoire d'Harold se contracta. Il est en dessous de toi. Élise sentit ses yeux brûler. Tu as envoyé des hommes me traquer comme un animal. Tu n'as jamais demandé pourquoi je fuyais. Tu ne t'es jamais soucié de moi. Je me suis soucié de ton avenir, répliqua-t-il. Le nom Winslow commande le respect. Tu devais l'élever, pas le salir dans une grange misérable. Les larmes roulèrent, mais sa colonne resta droite. Est-ce que tu me connais seulement, père ? Sais-tu ce que j'aime ? Ce que je crains ? Ce que je veux devenir ? Il ne répondit pas. Il se contenta de tourner le dos. Nous partons dans 1 heure. Prépare-toi correctement. Le camp Winslow était installé près d'un méandre de rivière, entouré de chariots impeccables et de gardes armés. Cette nuit-là, Élise resta assise seule dans une tente de toile, décorée de lauriers et de laiton. Une robe de mariage pendait dans un coin. Beau, lui, était enfermé dans une charrette grillagée, traité comme une bête dangereuse. Elle fixa la flamme tremblotante de la lampe. Puis se leva. Dehors, seuls quelques crépitements de feu troublaient le silence. Elle marcha pieds nus, glissant entre les tentes jusqu'à celle de son père. Harold lisait des documents juridiques à la lueur d'une bougie. « Tu as changé d'avis » demanda-t-il sans lever les yeux. « Oui. » Sa voix était étrangement calme. « J'ai compris que cet homme est plus honorable que tu ne l'as jamais été. » Il leva enfin les yeux, livide. « Tu te trompes de combat. Ce mariage n'a jamais été une question d'affection. Il s'agit d'avenir. De nom. De stabilité. L'amour passe. La lignée reste. Alors tu m'as perdu pour toujours. » Elle sortit, laissant la porte de toile claquer. Derrière elle, la bougie s'éteignit d'un souffle. Le tribunal d'Everbrook, un bâtiment de bois tanné par la poussière et le soleil, débordait de monde ce matin-là. On jugeait habituellement des voleurs de chevaux, pas des affaires capables de diviser tout un territoire. Beau se tenait droit, les mains libres mais entouré de gardes. Il ne chercha pas Élise du regard. Il ne s'attendait pas à la voir. Il affrontait la salle avec la fermeté résignée d'un homme qui ne croit plus mériter la rédemption. Le juge lut les charges. « Beau Rive, vous êtes accusé d'avoir aidé Mélissa Winslow dans sa fuite,
et d'avoir usurpé le statut de son époux afin de tromper les agents mandatés pour sa récupération légale. Un murmure parcourut la foule. Le procureur se leva. Les faits sont limpides, votre honneur. Monsieur Rive a caché une fugitive, a menti délibérément à des représentants de la loi, et a empêché l'exécution d'une ordonnance légale signée par son père. Beau resta silencieux. Et la jeune femme, demanda le juge. Comme si le destin s'était suspendu, les portes s'ouvrirent lentement. Élise entra. D'un pas sûr, tête haute, elle traversa la salle. Son manteau sombre flottait autour d'elle comme une ombre protectrice. Elle se plaça à côté de Beau. Son regard ne trembla pas. Mademoiselle Winslow, dit le juge, surpris. Vous n'avez pas été citée comme témoin. Je ne viens pas témoigner. Je viens me faire compter. Cela signifie quoi, au juste? Que je ne suis pas une fugitive. Je ne suis pas une victime. Et Beau Rive n'est coupable que d'avoir tenu une promesse que je ne méritais même pas. La salle retint son souffle. Le juge fronça les sourcils. Élise s'avança. Je suis Melissa Winslow, fille du juge Harold Winslow. Et je déclare devant ce tribunal que Beau Rive est mon mari. Un choc traversa la salle. Le procureur bondit. Ce mariage n'a jamais été enregistré. Aucune licence, aucun officier. C'est une invention. Élise se tourna vers lui. Vous voulez une preuve? Sa voix vibrait. Demandez-moi qui m'a porté dans la neige. Qui m'a protégé sans jamais tirer quand il n'en était pas obligé. Qui m'a traité comme un être humain quand mon propre père n'a vu en moi qu'une signature. Elle regarda Beau. Ai-je des papiers? Non. Un anneau? Non. Mais j'ai ceci, je l'ai choisi, à chaque souffle. Et dans mon cœur, j'étais sa femme dès l'instant où il a posé une couverture sur mes épaules plutôt qu'une corde autour de mon cou. Le silence tomba comme une sentence. Parfois, un seul mot prononcé dans un tribunal suffit à renverser un destin entier. Ce matin-là, ce n'était pas la loi qui allait gagner, mais l'amour choisi. Le juge resta immobile un long moment, comme si les murs eux-mêmes attendaient son verdict. Enfin, il se pencha légèrement en avant. Dans ce territoire, dit-il, une déclaration publique, faite devant témoins et non contestée par les deux parties, peut constituer un mariage légal selon la common law. Un frémissement parcourut la salle. Il tourna son regard vers Beau. Contestez-vous cette déclaration? La voix de Beau fut basse, ferme. Non, monsieur le juge. Le magistrat hocha la tête. Alors ce tribunal ne voit aucune raison de poursuivre. Les charges sont abandonnées. Le marteau frappa. Un silence suspendu éclata aussitôt en applaudissements. Ceux qui avaient murmuré contre lui se levèrent maintenant, ôtant leurs chapeaux, acquiesçant avec respect. Élise se tourna vers Beau. Il ne souriait pas, ne pleurait pas. Mais dans ses yeux, quelque chose venait de se libérer, une paix profonde, inattendue. Elle lui prit la main. Cette fois, il ne la retira pas. Le printemps arriva tard cette année-là, mais lorsqu'il se décida, il couvrit la terre de couleurs flamboyantes. Les neiges disparurent, laissant place à des champs vastes, parsemés de bleuets sauvages. Les oiseaux regagnèrent le ciel. La rivière qui bordait les terres de Beau brillait aussi clair que du verre neuf. Élise marchait pieds nus dans l'herbe haute. Sa robe, simple et cousue de ses mains, effleurait les tiges fleuries. Pas de dentelle, pas de corset, pas de bijoux, seulement du coton écru et l'histoire qu'elle portait désormais dans chaque couture. Elle l'avait cousue à la lueur d'une lampe, chaque point une promesse. Sous le grand coton-hood solitaire, Beau l'attendait. Ses cheveux étaient peignés, sa chemise propre, ses bottes lustrées comme si cette journée comptait davantage que toutes les autres. Et, pour la première fois depuis que quiconque le connaissait, il souriait. Un vrai sourire, simple, honnête. La cérémonie fut brève. Quelques mots anciens, prononcés par le révérend Thompson, le même homme qui avait un jour rafistolé l'épaule de Beau avec un chiffon imbibé de whisky et une prière. Pas de cloche, pas de faste, seulement le vent qui bénissait leur union. Autour d'eux, une poignée de voisins s'étaient rassemblés, non par curiosité, mais par respect. Des hommes qui avaient chevauché avec Beau. Des femmes qui avaient apporté de la soupe à Élise durant l'hiver. Des enfants qui l'appelaient désormais Miss Lisa en traversant la clôture. Quand Beau prit ses mains, ses doigts tremblaient légèrement. « Tu es certaine ?» murmura-t-il. « Je l'étais déjà » répondit-elle. « Depuis le jour où tu m'as appelé ta femme devant des étrangers. Aujourd'hui, nous le faisons pour nous. » Le révérend les déclara unis. Des applaudissements doux suivirent, comme un souffle de chaleur. Il n'y eut pas de banquet extravagant.
pas de champagne. Mais il y eut du pain encore chaud, du miel sauvage, des rires qui se mêlaient au vent. Bo aida un vieil homme à remonter dans sa charrette. Élise tint un bébé pendant que sa mère mangeait. Ce n'était pas somptueux. C'était réel. Au crépuscule, lorsque le soleil couvrit les collines d'or, Élise revint avec les chevaux. Ses cheveux étaient noués avec un ruban découpé dans la robe de mariée qu'elle avait abandonnée le soir de sa fuite. Bo monta en premier, puis lui tendit la main. Elle se hissa à ses côtés, habituée désormais à la liberté. Ils chevauchèrent à travers les prairies en fleurs, laissant derrière eux les voix, les regards, les histoires anciennes. Ils ne parlèrent pas. Ils n'avaient plus rien à prouver. Devant eux, la maison les attendait, une maison non bâtie par obligation ou lignée, mais par choix, par respect, par amour silencieux. Là où nul ne les posséderait. Là où l'amour ne serait ni marchandise ni menace. Là où la liberté ne commencerait plus dans la fuite, mais dans le fait de rester. Sous les sabots et le vent, il sembla même que la terre murmurait « Vous êtes chez vous ». Et s'il restait une morale, elle était simple, même dans les terres les plus dures, même dans les cœurs les plus brisés, quelque chose peut encore fleurir. Quelque chose qui ne s'achète pas. Quelque chose qui se choisit.